Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du média Field Goal, le média qui vous apprend comment vivre du sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la thématique objectif sponsoring. On va voir sur les prochaines slides, et notamment sur cette partie 1, sur le nouveau chapitre, comment on peut arriver à valoriser les assets pour les annonceurs, qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas vendre, et surtout aussi comment calculer un peu le ROI ou avoir des signaux qui marquent la réussite ou non de l'opération sponsoring. Donc, qu'est-ce qu'on va définir ici? Donc, les objectifs marketing des clubs professionnels, des entités professionnelles. En numéro 1, générer des revenus directs. Bon, ça, on a parlé, billetterie, merchandising, hospitalité, droit, etc. Développer et qualifier la fanbase, qu'elle soit locale ou internationale, il faut toujours avoir des données à pouvoir exploiter et à valoriser. Attirer et fidéliser des sponsors du coup qui viendront s'adosser à l'image de votre entité sportive, grâce aussi à des supports de visibilité qui sont performants, et valoriser la marque du club, storytelling, notoriété, en fait tous les éléments qui entourent le club et qui va faire en sorte que les fans puissent s'y attacher ou que vous puissiez conquérir des nouveaux types de fans. Et enfin, l'industrialisation des process, c'est tout simplement définir rapidement comment, après la vente, vous allez pouvoir procéder pour valoriser vos assets. KPI à suivre, le taux de remplissage du stade, le taux de conversion aussi en billetterie, en merchandising, tous ces éléments-là que je vous mets en considération. Quand vous travaillez dans un club, ligue, fédération ou autre et que vous êtes rattaché à cet aspect marketing et commercial et communication, c'est des éléments qu'il faut savoir identifier rapidement et valoriser parce que ce sont des métriques. Et en fait, c'est dans ce point de vue-là que plusieurs agences, on va dire, se spécialisent dans ces aspects-là pour traquer, on va dire, les datas et faire en sorte d'améliorer à chaque fois le tunnel de conversion des utilisateurs ou le parcours utilisateur de façon à ce que finalement il n'y ait pas de perte dans les informations qui sont partagées ou pour finalement maximiser les revenus, peu importe où. En l'occurrence, là, c'est des éléments qui sont physiques et aussi digitales. C'est pour ça qu'on parle aussi de coûts par acquisition. C'est-à-dire que combien le club dépense pour convertir une personne lambda en fan, en abonné, en acheteur. Et en fait, plus ce coût par acquisition est élevé, plus, du coup, ça veut dire que la stratégie de diffusion, la stratégie de com, n'est pas forcément très efficace. Donc c'est comme ça qu'il faut aussi réfléchir en termes de métriques pour que la communauté que vous arrivez à construire puisse petit à petit être le plus tangible possible et que moins d'efforts, que vos efforts, euh, comment dirais-je, euh, c'est pas parce que vous faites d'énormes efforts qu'il y aura d'énormes résultats. Il faut être aussi très, très malin, très intelligent pour maximiser son retour sur investissement. Donc là, vous voyez différents supports sur lesquels vous pouvez positionner un sponsor. Donc là, j'ai pris l'exemple un peu, c'est le maillot notamment du foot, parce que je pense que c'est ce qui est le plus marquant. Vous pouvez voir la face avant, qui est généralement l'aspect qui va être le plus cher. Les manches aussi, parce qu'il y a une visibilité qui est aussi très importante, notamment à travers la télévision. Le dos du maillot, le bas du maillot. Dans certains sports comme le basketball, il y a d'autres petits sponsors qui peuvent aller autour, mais globalement, on peut avoir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand il y a 6 boîtes qui arrivent à sponsoriser vos équipements sportifs, ou du moins ceux de vos joueurs, c'est quand même plutôt pas mal, en sachant que dans le sport pro, c'est des centaines de milliers d'euros pour pas dire pour certains des millions. Donc ça fait des équipements qui sont plutôt bien rentabilisés. Et ce qui est marrant, c'est que quand on est dans le sport amateur, ce qu'on cherche, c'est à, je dirais, à minimiser les coûts. Donc c'est-à-dire que vous allez regarder le chiffre que donne, on va dire, la production de certains maillots. Vous dire, pour renouveler un jeu de maillot, ça nous coûte, je sais pas moi, 500 euros, 800 euros, 1000 euros. Donc quand vous allez chercher des partenaires, vous allez en priorité chercher à faire des économies finalement pour que ce partenaire vous paye les maillots. Et ce qui est marrant dans le sport pro, c'est que les jeux vont être offerts chaque année, mais par contre, c'est la valeur
extérieur, l'image que ça peut donner, la compétitivité du club, qui fait que bah, finalement, un même maillot et short Nike, on va dire, bah, va augmenter sa valeur en fonction si c'est à Chelsea, ou à Reims, ou au FC Barcelone, ou à Tokyo, ou à Los Angeles. Donc c'est ça qui est marrant. En tout cas, chaque emplacement a une valeur économique. Et en fait, vous pouvez détailler cela, mais même dupliquer cela, au secteur tenue d'entraînement aussi, donc ça pour les professionnels ou du coup pour votre académie, et pareil pour le staff, les kinés, les coachs. Aujourd'hui, tu peux très bien avoir un sponsor qui se dit non, moi je veux équiper aussi les encadrants. Moi je veux équiper uniquement l'académie. Moi je vais. Et en fait, chacun, vous devrez être en mesure devant le sponsor à chaque fois de lui dire bon voilà, voici ce qu'on peut te proposer. Et que lui, derrière, vous construisez, on va dire, cette vente qui va être liée, etc. Donc forcément, face avant maillot et la manche, c'est intéressant. Le dos du maillot, le bas du maillot, c'est quand même vendable, mais c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il y a quand même de la visibilité assez pure à la télé, notamment pour le dos en haut. Après, bah, le short, hein, parfois c'est le bas du short, parfois c'est même l'arrière du short. On va aller plus loin maintenant avec tout ce qu'il y a au stade, autour du stade. Bah, tout d'abord, il y a les panneaux LED, souvent au bord du terrain. Donc, parfois, c'est des doubles LED, comme on peut le voir aujourd'hui maintenant sur les matchs de Ligue 1. Mais ça peut aussi des LED simples qu'on peut voir sur les matchs de handball ou de basketball. Donc là, pour le coup, avoir du panneau LED, c'est que c'est inclus dans le package commercial que vous allez vendre à l'annonceur et que du coup, il y a un nombre de minutes qui est défini, par exemple 3 minutes sur tout un match. Donc ça veut dire que les publicités vont passer sur une tranche de par exemple 10, 15, 30 secondes, et en fait elles vont tourner pendant toute une rencontre, et à la fin il y aura un calcul qui sera fait, où on sera en mesure de dire si 3 minutes sont passées. Généralement quand même, vu qu'il y a pas mal de sponsors, en fait si c'est que vous, bah, c'est une chose, mais en fait quand il y a pas mal de sponsors qui se cumulent, bah, vous allez voir qu'en fait cette rotation, elle est très bien cadencée de façon automatique. L'habillage, parfois des bandes touches, ou du coup de ce qu'il y a autour des bandes touches finalement. Toujours intéressant, hein. Là, il y a une révolution, là, moi c'était dans les années 90-2000, où il y avait des marques, on va dire, automobiles qui mettaient vraiment leur siège, donc c'est un aspect un peu confortable. Et il y a du coup aussi des sponsors qui veulent aussi bah, être, maximiser leur visibilité autour du club et autour des joueurs. Donc forcément, bah, comme c'est le cas ici dans l'exemple lié au Real Madrid, les backdrops de conférences de presse, zone mix, tunnel d'entrée des joueurs, toujours intéressant dans tous vos événements, événements professionnels, événements sport amateur, de toujours avoir quelques banderoles un peu comme ça, backdrop, qui, on va dire, valorisent tous les partenaires qui vous accompagnent sur l'événement ou sur votre club. Alors plus on va dans les sphères professionnelles, plus forcément ce sera important et ce sera même obligatoire, parce que de toute façon il y a des protocoles presse, etc. qui se mettent en place. Mais vous, dans votre propre événement, ça peut être un élément où vous faites voilà, juste un grand encadrement, un grand poster avec sur un mur, et que à chaque fois qu'il y a une interview que vous faites ou une petite création de contenu, ça peut être à cet endroit-là précisément. Ensuite, derrière, on peut aller plus loin, le naming des tribunes, l'habillage des sièges, les véhicules officiels, la marque sur les billets, on va dire un espace qui est sponsorisé par la marque du coin, le bar du coin, entre guillemets, mais voilà, vous l'avez bien compris. En tout cas, on peut trouver différentes mécaniques et différents espaces pour que, à l'intérieur de votre stade, gymnase ou autour, vous puissiez créer une expérience supplémentaire pour votre communauté. Allons plus loin maintenant sur les médias et les contenus. Le club, la fédération, la ligue, peu importe, doit toujours avoir son propre média, son média propriétaire. C'est important d'avoir des chaînes locales, des chaînes nationales qui donnent un coup de main. Ça, c'est toujours bien. Mais par contre, ce qui est primordial, c'est toujours avoir sa chaîne YouTube, sa page Instagram, sa chaîne TikTok. Tout le monde peut le faire. Et après, est-ce que c'est du contenu que vous dupliquez? Est-ce que vous changez le contenu à chaque fois? Ça, c'est à vous de voir. Mais quand on voit des enseignes comme voilà, OLTV, qui est un acteur historique, ASSE.tv, ou bien PSG, ou bien autre, et à un moment donné, il faut toujours avoir son propre canal de diffusion et de communication. Parce que ça permet encore plus de fidéliser sa communauté et aussi de contrôler sa narrative.
Parce qu'en fait, finalement, quand un média national, lui, veut faire du buzz, donc il va extraire peut-être une histoire et donc donner des éléments. Mais en fait, un club peut aussi se dire, en fait, moi aussi, je veux contrôler ce que je dis et peut-être me faire ma propre interview par rapport à mes dirigeants. Donc ça, c'est à voir et à comment on arrive à tirer les ficelles de tout ça. Les interviews after match et le fait qu'ils soient aussi brandés ou accompagnés par un annonceur, toujours un aspect qui est hyper intéressant, qui est facile à construire et facile à vendre. Ça peut être pour vous, par exemple, l'interview d'un coach chaque mois, chaque semaine. Ça peut être la meilleure équipe du moment, ça peut être l'interview par rapport au capitaine de chaque équipe de votre club, ça peut être il y a la dynamique un peu des élus par rapport à votre club. Il y a plein de trucs qui peuvent se faire et qui font du reach. Dans les médias et les contenus avant, notamment dans l'aspect sponsoring aussi, bah, c'est les séries documentaires. Alors là, je vous ai mis l'exemple de Starting Five sur Netflix. Il y a d'autres émissions, forcément, sur Amazon Prime, mais ce qui est aussi, ce qu'il y a de plus en plus, c'est sur YouTube, où là, bah, des micro-influenceurs, des basketteurs amateurs, des footballeurs amateurs, créent leur propre série documentaire. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça fonctionne, parce que c'est bien de voir aussi la réalité de ce qui se passe au quotidien. Parce qu'en fin, finalement, le sport pro, c'est ce qui fait rêver, mais ça touche que 1-2% de la population. Il y a d'autres personnes aussi qui sont heureux de se dire que peut-être en district, en départ, en région ou en championnat de France, mais niveau amateur, il y a des personnes qui font suivre toute la saison, qui font suivre toute la saison à une communauté sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est super pertinent et ça peut être un contenu à vendre aussi pour votre institution. Derrière, bah, après, c'est les capsules. Les capsules qui peuvent être liées forcément à des créations de contenu. Ça peut être le buzzer beater, ça peut être le top 10 du mois, ça peut être le top 10 de la semaine, ça peut être l'action un peu magique. En tout cas, tout ce que vous pouvez produire comme image a un impact supplémentaire dans le sponsoring. Et surtout, peuvent être vendus à part. Et ensuite, les supports digitaux, le site web, avec les différentes bannières, les articles sponsorisés que vous pouvez mettre en place, les pages des partenaires pour valoriser leur business, les posts, est-ce que c'est des contenus co-brandés, est-ce que c'est des hashtags, est-ce que c'est des jeux concours que vous mettez en place dans vos supports digitaux. C'est de cette façon-là aussi que vous pouvez vendre aussi des assets supplémentaires. Si vous avez par exemple une application mobile, ce qui est le cas par exemple des clubs semi-professionnels ou professionnels, des jeux à mettre en place à l'intérieur de l'expérience des clients, des jeux interactifs, des bannières en plus, tous ces aspects en fait finalement qui vont pouvoir habiller votre offre commerciale et permettre, on va dire, d'ajouter des chiffres supplémentaires et des points de contact supplémentaires des communautés vers votre entité sportive. Et enfin, l'emailing. Je vais insister là-dessus. C'est le canal le plus important d'un club amateur aujourd'hui, et voire même d'un club professionnel. Pourquoi, vous allez me dire? Aujourd'hui, tout le monde a un email. Et en fait, dans un club amateur, ce qu'on ne rend pas compte, je l'avais évoqué dans les épisodes précédents, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des années, dans votre club, il y a un renouvellement de licenciés et des personnes qui finalement vous donnent leur adresse email, alors bien évidemment en faisant attention aux règles RGPD, qui vous donnent votre adresse email pour avoir des informations régulières. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure des années, si vous avez un club qui est à peu près structuré, qui grandit, bah en fait, vous pouvez avoir parfois une base email avec 5000 personnes. Le truc, c'est que pour vous, peut-être que vous allez dire, ouais, mais c'est pas dingue. Non, mais en fait, c'est une valeur précieuse pour, par exemple, un business local qui va se dire, mais attends, mais si moi je me lie à ce club-là, je peux valoriser mes offres à quasiment 5000 personnes. Et ça, c'est un aspect, dont on parle de digital, on parle de data, qui est important à prendre en considération. Donc sur les aspects digitaux, toujours avoir un encart, entre guillemets, newsletter. Parce que c'est un élément supplémentaire. Et au pire, si jamais il y a une opération commerciale de votre partenaire et que vous dites, ah, mets-la sur les réseaux sociaux, ok, je la mets. Bah, c'est un premier élément vu par la communauté. Derrière, hop, une story. Derrière, hop, une newsletter. Et en fait, à 3 points de contact différents. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ça peut, avec le bouche à oreille, le truc, le machin, bon, bah, l'opération de ton sponsor, elle peut fonctionner. Euh, Notamment, bah, par exemple, sur les auto-écoles, un business qui est ultra local, où pour le coup, les gens, ils se déplacent pas, ils font pas
à part quand vous êtes dans des zones, on va dire, un peu plus rurales, mais tu fais pas 15 kilomètres pour aller dans une autre auto-école. Tu vas prendre celle qui est le plus proche possible de chez toi, ou du moins qui est pas trop loin, avec laquelle tu as du lien et du réseau. Et en fait, quand chaque année, bah, entre les 15 et 77 ans, X années, pardon, bah, tu as des personnes qui peuvent être clientes de l'auto-école parce que c'est un besoin qui est primordial de savoir se déplacer, bah, ça peut être un partenaire intéressant par rapport à votre club. Et en fait, chaque année, il peut y avoir en plus sorte de commission, de trucs, de machin, toujours intéressant. Allons plus loin maintenant, sur les supports maintenant institutionnels. Bah, il y a les équipes nationales, avec le maillot, les équipes, du staff, le matériel d'échauffement, tous ces éléments-là, un peu mentionnés précédemment. Les coupes nationales qui sont aussi à sponsoriser. La Coupe de France, les Supercoupes, euh, ces compétitions phares permettent d'avoir, en plus du championnat, des temps forts pendant l'année où une autre histoire est à raconter avec les amateurs et les professionnels par rapport à la Coupe de France, à comment on arrive à faire vivre la passion notamment du football un peu dans tout le territoire français, ou à créer un rendez-vous, comme ça a été le cas par rapport à la Ligue nationale de basket sur l'événement qui a été en Roland-Garros, un rendez-vous où les passionnés de basket se rassemblent dans un lieu exceptionnel pour vivre des compétitions de haut niveau. Ça plaît aussi à des sponsors. D'autres événements majeurs, des sélections même régionales, départementales, le championnat qui est finalement le fil rouge tout au long de la saison, les assemblées générales, les colloques d'entraîneurs, les choses éléments comme ça qui sont partagés notamment par les antennes départementales des sports aux antennes régionales, c'est un truc de fou. Je pense que c'est même un aspect qui est sous-évalué ou sous-coté pour moi, parce qu'en fait, en termes de sponsoring et de visibilité, dans les colloques où il y a un entraîneur ou quelqu'un qui partage du coup son savoir, son truc, t'as pas mal de personnes en fait qui viennent. Et en fait finalement, ce partage de valeurs, ce partage d'expérience, il peut aussi être aménagé. Et on en parlera un peu plus tard, mais c'est de cette façon-là aussi où les petits-déj un peu que font les clubs parfois, petit-déj business, bah c'est dans cette même veine aussi, parce que tu as une personne qui vient partager une thématique, et à côté de ça, il y a un petit cocktail, un petit truc un peu sympa. Mais ça aussi, ça peut se vendre. Il n'y a pas de problème. Et c'est un élément de visibilité aussi supplémentaire. Donc si vous mettez ça en place dans votre club, insistez aussi sur ça, parce que c'est un temps pour rassembler du monde. Et derrière, le naming de compétition fédérale, naming de compétition professionnelle, un peu comme c'est le cas aujourd'hui dans le basketball. Euh, Avançons maintenant sur d'autres éléments. Quand la partie que je vous ai mentionnée avant, c'est ce qu'on appelle des droits marketing. Ce sont des droits que l'on peut partager à des sponsors pour leur dire, écoutez, dans le package commercial, vous avez ça en tant que tel et c'est ça qu'on vous vend. Mais pour compléter la vente et pour avoir un upsell, vous pouvez passer sur l'aspect mécanique d'activation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que au-delà des dimensions visibilité que vous pouvez présenter, c'est de produire des actions qui vont être des expériences mémorables, émotionnelles, qui vont pouvoir permettre, au-delà de la visibilité d'un logo, par exemple, de pouvoir ajouter et rentabiliser le partenariat à travers des opérations ponctuelles qui vont engager la communauté. Pourquoi? Parce que un partenariat, finalement, il faut le faire vivre. Et c'est ce que, comment une marque ou un sponsor ou un partenaire va se rappeler, bah, quand il a vécu une expérience de fou. Ou que le public a vécu une expérience de fou. C'est de se dire, ah bah j'ai participé au tournage j'ai n'importe quoi, de Conforama avec le club de Tourcoing. Ah, j'y ai participé, c'était super fun, on a testé des trucs et tout ça. Ah, j'ai eu un jeu concours, grâce à ça, j'ai eu un voyage gratuit pour les finales de la Ligue nationale de handball, grâce à mon partenaire. J'ai eu, grâce au partenaire, une place, dans la Ligue nationale de basket, il y a quelques années, ils avaient fait ça, des places privilégiées pendant les playoffs, dans ma ville favorite, avec un petit siège. Nickel, nickel. Et c'est les éléments que je vous partage ici, sur l'expérience match day, sur les jeux concours, sur sur l'engagement digital,
sur les séries documentaires. Tout ça, en fait, c'est censé pour vous amener du contenu supplémentaire et que la marque, le sponsor se dise, ah, le club ou l'entité fait un effort pour valoriser notre partenariat et notre contenu. Bien évidemment, ça doit correspondre aussi à des objectifs. Si une entité ou un annonceur veut remplir ses objectifs, forcément, il y a un budget supplémentaire à mettre de façon à ce qu'on puisse mettre en place l'activation et en plus de ça, peut-être faire du contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux ou un peu plus la mettre en valeur. Donc, ces éléments-là qui sont à construire pour la visibilité, toucher l'audience et créer du contenu et événementialiser toutes les actions que vous mettez en place pendant l'année. Ici, un premier lien, Adobe avec le Real Madrid, avec l'idée de l'utilisation, on va dire, CRM pour segmenter la fanbase mondiale, que ce soit avec des contenus ou des offres personnalisées. Allons plus loin maintenant, sur les opérations inédites, le PSG et son application mobile, ou à l'intérieur de ça, elle peut mettre en place des accès premium avec des contenus exclusifs ou des aspects de gamification par rapport à ses fans, séances live avant le match, tous ces éléments-là qui vont permettre d'être un peu plus en immersion dans la vie du club et dans l'expérience club, tout simplement. Maintenant, on va définir ensemble, encore sur cette première partie, les objectifs. À un moment donné, il faut mesurer le ROI média d'un asset qui est sponsorisé. C'est toujours important de connaître un peu les retombées médiatiques qui sont équivalentes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est l'équivalent publicitaire de ce que la marque aurait payé. Ça, c'était attaché par exemple à un média classique. Donc, c'est juste des éléments qui peuvent se dire, ok, j'ai sponsorisé un club, une ligue, une fédération ou autre, versus le journal du coin, ou un encart publicitaire du coin. Et parfois, vous allez vous dire, ah, mais peut-être que dans le truc classique, je touche plus de monde. Donc ça répond peut-être à un objectif, par exemple la télé. C'est factuel. Par contre, tu vas peut-être toucher plus de monde, mais ça va être aléatoire, sporadique. On va vite t'oublier. Alors que dans d'autres assets, comme celui du sponsoring sportif, tu vas rester dans les mémoires. Et je vais vous donner un exemple très simple pour les sportifs. L'équipe Olympique Lyonnais avec le maillot Renault Trucks, avec Benzema, tout ça, au moment où ils ont affronté Manchester United en quart de finale de Ligue des Champions, ou en huitième de finale de Ligue des Champions, dans les années, pour les anciens là, dans les années, fin des années 2000, début d'année 2010. Incroyable. L'équipe incroyable. Et ce maillot-là, il avait marqué des gens. Tout le monde savait que voilà, Olympique Lyonnais sous Renault Trucks, c'est un truc de ouf. Et je pense que Renault Trucks était bien content d'avoir cette visibilité-là avec une équipe qui est performante. Et donc c'est pour ça qu'on va revenir là-dessus. Les indicateurs, donc le Media Equivalency Value, donc évaluation de la valeur publicitaire d'une exposition médiatique. Donc la mesure principale ici, c'est les logos. Combien de fois ils ont été vus, partagés dans les différents assets. Et en fait, tu as des acteurs aujourd'hui comme Nielsen et Kantar qui vont calculer tout ça tout au long de l'année. Et évidemment, il faut les payer. C'est pas gratuit. Le share of voice, donc le pourcentage d'apparition d'un sponsor par rapport aux autres sponsors visibles. C'est-à-dire que c'est des parts de voix par rapport à ce que tu as payé, notamment dans ton sponsoring, ou versus tes concurrents. Combien de fois tu as été vu dans ton écosystème par rapport à ton secteur d'activité ou par rapport au sport? Généralement, plus tu payes, plus tu as de chances d'être vu. Les impressions, le nombre de fois où un élément sponsorisé a été vu, à travers des données TV ou les réseaux sociaux. Donc là, pour l'exemple, je vous ai partagé ça. Si le logo d'un sponsor apparaît 18 minutes en cumulé sur 12 matchs, et que l'équivalent publicitaire est de 250 000 €, alors le média Equivalency Value est de 250 000 €. Donc en fait, ce n'est pas des éléments qui sont, on va dire, c'est des éléments qui se calent aussi par rapport à comment sont valorisés les assets publicitaires au global. Donc, au moins, ça permet de donner des éléments supplémentaires. Parce qu'en fait, quand quelqu'un va dépenser, je sais pas moi, 1 million d'euros pour être sponsor d'un club sur l'année, il faut différents assets qui montrent que, au final, ce truc-là, il a été rentable, voire même pas qu'il est juste à l'équilibre, qu'on a même, à travers sa valorisation média equivalency, doublé, triplé, quadruplé, quintuplé l'équivalent que la marque a payé. Allons plus loin maintenant sur le fait que, ça, il y a des retombées, mais des indicateurs mentionnés toujours présents. Je répète des éléments, mais c'est des éléments toujours à définir, à préciser pour que vous compreniez bien. L'engagement généré, like, partage, commentaire,
cliquent autour du contenu. Parce que c'est une mesure d'activation digitale. Le Earned Media Value, donc c'est valeur des mentions non payées. Donc le bouche à oreille, les réseaux, quand on va citer votre marque, quand vous êtes partenaire titre d'une compétition. Par exemple, il y a des retombées presse, du coup, que vous n'avez pas forcément payé directement, que l'annonceur n'a pas forcément payé directement, mais que du coup, il va avoir ses retombées presse indirectement. Derrière, le time on screen, le temps moyen d'apparition du logo ou de la marque, du coup, à l'écran. Ça, c'est spécifique vraiment pour la TV et la vidéo. Donc là, pour le coup, pareil, hein, quand vous voyez des marques, là, par exemple, Coupe du Monde de basket, on voit par exemple une marque comme TCL, et bien à un moment donné, hop, tu la vois sur le rond central, tu la vois en LED, tu la vois machin, en fait, calcul. À la fin, ok, voici ce qui a été fait. En plus d'avoir un gros événement qui est fait du sens pour vous, boum, il y a ça aussi qui a été fait. Donc c'est pertinent. Parce que surtout sur ces marques-là, où il y a une forte concurrence. Parce que les mecs, ils font de médias, IFI, tout ça, bon, il y a du monde. Multimédia, IFI, il y a du monde. Le CPM équivalent, donc le coût par 1000 comparé à la publicité classique. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que je vous disais en termes de marketing digital, d'achat média, il y a un impact aussi. Parce que il faut comprendre comment les mécaniques se font et finalement, est-ce que le coût par 1000, il est intéressant ou non versus un média classique. En sachant que on sait très bien qu'on ne veut pas avoir trop de déperdition. Donc, quand une définition rapide du Media Equivalency Value, donc c'est une valeur estimée en équivalent publicitaire d'une exposition obtenue via un sponsoring, maillot, LED, digital, TV, comme si la marque avait payé pour de la publicité traditionnelle. Cela permet à une marque et au club d'évaluer la visibilité générée par un partenariat en valeur monétaire média. On va parler maintenant d'un exemple concret avec un maillot d'une équipe de Ligue 1. Par exemple, Boulanger, qui est partenaire du LOSC. J'ai essayé de faire quelques recherches et de vous simuler quelques éléments qui peuvent être factuels très clairement. Donc, des éléments mesurés, nombre d'apparitions TV. Donc, euh, donc dans les données estimées, 22 matchs diffusés, on va dire, et 1h30 par match. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment le sponsor a été vu sur le maillot? Est-ce que on a très bien pu le voir de par, on va dire, la position télé, et en fait pendant tout le match, tu le vois la marque parce elle est vraiment en face avant et c'est très clair pour tout le monde. Ou après, derrière, il y a les différents, on va dire, scans et différentes caméras qui permettent de valoriser la marque sur différents angles. Ça, c'est quand même important à mentionner. Le temps de visibilité du logo par match. Donc 15 minutes en cumulé par match, à travers les différents angles des caméras. L'équivalent publicitaire télé, on va dire que 25 euros, 1000 vues, sur un CPM à peu près. Et derrière, c'est l'audience moyenne par match. On va dire qu'il y a 800 000 téléspectateurs. Donc du coup, ça a donné une valeur estimée par match. Donc qui est le calcul que je vous ai présenté ici. 800 000 divisé par 1000 par rapport aux vues, fois le coût de l'équivalent publicitaire, et ensuite on va dire le temps d'une durée de match plus le temps de visibilité dans le logo. Donc ça veut dire que quand on cumule tout, on a cet aspect d'avoir quasiment, on est à 70 000 euros de valeur, on va dire, pour 22 matchs télévisés pour la présence du logo. Si on ajoute cela à la visibilité, à l'exposition presse et réseaux sociaux, où il y a plus de 45 000 personnes voilà, qui ont été touchées par rapport à la diffusion du coup d'un match en moyenne, ça fait un MEV annuel estimé environ à 118 000 euros par rapport à cet aspect-là. Donc si on va plus loin, l'interprétation stratégique, ça veut dire que cela n'indique pas combien Boulanger a payé, mais combien il aurait dû investir en publicité pour obtenir la même exposition. Si Boulanger avait payé 90 000 euros pour le sponsoring, alors le partenariat aurait été peut-être très rentable. Par exemple, le MEV supérieur du coup au coût du partenariat. Si le sponsoring a coûté 130 000 euros, peut-être la rentabilité est discutable. Attention, j'ai bien donné des exemples. C'est un exemple que je mentionnais précédemment. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, on va dire, mettre en relation les différents éléments. Parce que là, je vous ai mentionné par rapport à des éléments, on va dire, visuels télé, mais j'aurais pu ajouter aussi des éléments par rapport à l'hospitalité, à l'image de marque,
aux éléments RSE en fonction de ce qui a été mis dans le package. Donc c'est toujours intéressant de voir quels sont les éléments détaillés, le nombre de personnes touchées, etc., pour créer une valeur estimée et voir comment derrière on pourrait savoir si le partenariat a été rentable ou non, même si la valeur émotionnelle n'a pas été prise en considération dans ce calcul ici, bien évidemment. Je vous ai donné ici l'exemple, par exemple, lié à Orange, si on fait un exemple avec le PSG, un post avec 1,5 million de vues, valeur CPM sur Insta, 10 euros pour 1000 vues, et donc avec notre petit calcul, on arrive derrière avec 15 000 euros pour un seul post, si on considère qu'il y aurait eu un équivalent publicité payée, par exemple, sur Instagram. Toujours, elle est toujours important. Donc en résumé, le MEV, c'est un indicateur pour justifier un sponsoring ou négocier potentiellement un renouvellement. Parce que si en fait les éléments-là, si en fait vous les avez explosés, versus en termes de, vous avez payé entre guillemets moins cher que vous aurez dû payer par exemple en publicité classique, bah en fait c'est un élément supplémentaire pour dire dans le partenariat, non mais attends, mais ça a été pertinent le fait que tu t'associes à nous. Et c'est pour ça qu'en fait des clubs comme Marseille, des clubs comme le PSG, des clubs comme l'OL, bah en fait ils ont une valeur auprès des marques qui est majoritairement supérieure que d'autres clubs. Parce qu'en fait, on parle de ces clubs-là, ils sont régulièrement cités, on parle régulièrement d'eux, on a envie de les voir à la télé, etc. En fait, cette cumul de tous ces éléments-là fait que quand vous allez sponsoriser ce truc-là, bah, en fait, vous allez forcément avoir une valeur qui est ajoutée. Et est-ce que, donc ça, c'est vraiment à considérer, parce que derrière, certes, il y a une valorisation de la visibilité pure, mais ça ne prend pas en compte les émotions, les valeurs et les activations spécifiques. Donc c'est un langage que les marques comprennent bien, parce que ça rapproche des médias classiques, donc surtout pour certaines boîtes qui passent devant des comités de direction et des autres, c'est jamais évident. Mais c'est surtout un élément pour vous dire comment je peux mesurer mes différents assets. On va parler maintenant du share of voice. Donc en fait, c'est comme les parts de voix, tout simplement. En sponsoring, bon, c'est quand on arrive à cumuler la présence du coup d'un sponsor sur un maillot, une leg, backdrop, visibilité médiatique sur les événements, compétition, club, et ça part aussi d'engagement digital. Donc c'est voir avec tout cela la part de visibilité dans un espace donné versus les concurrents. Un exemple d'exposition ici. Toujours on prend l'exemple aujourd'hui avec notamment un tournoi ATP 250, donc le tournoi Open Sud de France, qui compte 5 sponsors sur site, sur les panneaux LED autour du rond central. Alors c'est pas vraiment des panneaux LED, ce sont plus, vous avez vu, des encarts qui sont mentionnés ici, des encarts publicitaires qui sont fixes pendant toute la durée de la compétition. Donc là, on peut prendre par exemple différents partenaires qui sont autour du terrain de tennis, Veolia, la région Occitanie, Winamax, Emirates et Bastide Médical. Donc en l'occurrence là, dans notre partage, vous avez vu que, par exemple, en fonction de l'angle dans lequel le match va être filmé, bah, le partenaire qu'on va peut-être voir le plus, pour l'instant, bah, c'est Veolia. Peut-être en fonction de l'angle dans lequel on est, plus ou moins. Et puis après, bah, la région Occitanie, parce qu'elle a certainement des encarts sur le côté, ou bien avec sa grosse affiche un peu plus haut. Donc quand la caméra va monter, on va les voir régulièrement. Winamax, qui est en fond de cours aussi, en fonction de comment la caméra sera mise en place, etc. Emirates, qui est forcément présent aussi avec un bon petit bout de temps, parce qu'il est sur le filet. Et après, Bastide Médical, qui est autour de tout ça. Et comment, du coup, avec cette exposition TV cumulée, on va calculer du coup le share of voice, donc, versus les autres partenaires, combien de fois et combien de pourcentage de temps tu as été vu. D'où les chiffres que je vous présente ici par rapport à l'exemple. Ce qui fait que, maintenant on a quoi? Le SOV du coup de VLE de 23%, ce qui signifie que 23% de la visibilité panneau pendant le match final a été capturée par la marque. Cela donne à VLE une position dominante parmi les sponsors. Si c'est eux qui ont payé le plus, je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité, du coup, forcément, ça justifie le tarif plus élevé et un statut de partenaire premium. Ces chiffres peuvent être aussi négociés, peuvent être aussi utilisés pour négocier un renouvellement ou une montée en gamme par rapport aux partenaires. Exemple, si on a été, par exemple, moins vu. Les hauts types de SOV utiles dans le sport, SOV média, donc nombre d'articles mentionnant la marque versus les concurrents,
Exemple, s'il y a deux marques, par exemple, qui sont fortes concurrentes, et il y en a une qui a choisi le foot, l'autre qui a choisi le rugby, elles vont choisir tous les deux à avoir peut-être une position dominante par rapport à l'autre. C'est ce qui se passe beaucoup pour les marques, notamment de betting, les marques automobiles ou autres. Le social media aussi. Exemple, pourcentage de mentions, hashtag, tag, etc. Pareil pour les équipementiers, sur la présence sur les maillots des clubs. Il y a souvent chaque année, on va dire, un- un outil qui est présent pour dire ah bah telle marque a tant de clubs dans la Ligue 1. Cette marque est présente dans tant de clubs dans le championnat de France de basketball. Donc voilà, c'est à chaque fois, elles se comparent pour voir quel deal elles arrivent à faire et comment leur présence est dans les championnats professionnels ou dans les championnats amateurs pour celles qui ont du coup cette orientation stratégique. Donc voilà. Et après, bah, les CEI presse, interview, backdrop ou autre, donc des temps d'exposition sur les logos, sur les fonds notamment de conférences de presse, toujours intéressant à mettre en valeur pour calculer un share of voice global. Donc, comment on peut calculer ce share of voice? Donc, visibilité de la marque divisée la période mesurée, fois 100. Donc, en somme, euh, plus le SOV est élevé, plus la domination médiatique est forte, on l'a mentionné un peu tout à l'heure. Il est souvent utilisé avec le MEV pour donner de la valeur à cette visibilité. On va parler par exemple de sponsors qu'avait l'OM il y a quelques temps, par exemple, avec Kazoo, Orange, Randstad, etc. En fait, sur 19 matchs à domicile, quand on fait un ratio, on voit que dans la visibilité LED, étant donné qu'en plus t'es partenaire majeur, t'es partenaire maillot, bah c'est normal aussi que tu aies une visibilité encore supplémentaire dans la rotation LED pendant la rencontre. Et donc ta fréquence soit un peu plus. Donc après, les différents partenaires premium sont mentionnés ici. Et après, bah, c'est des partenaires parfois sur les LED qui sont ponctuels sur des matchs ou sur un lot de matchs. Et donc en fait, parfois, certains clubs font payer uniquement le LED. Pas besoin de visibilité, maillot ou autre, c'est uniquement tu payes le LED, t'es visible, machin, mais par contre, t'es visible avec la télé, les machins, les trucs, et t'as des places pour toi et pour ta team de commercial ou autre, de commerciaux ou autre. Donc c'est à prendre aussi en considération qu'il y a une multitude après de petits acteurs qui vont aussi prendre cette part, mais qui seront, on va dire, en globalité du coup moins visibles que bah, les sponsors premium. Donc voilà tout sur cette partie 1 sur activer, mesurer, fidéliser par rapport à notre sujet de objectif sponsoring. On est de plus en plus encore sur la communauté. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, sonner la cloche, tous éléments qui sont importants à prendre en considération. A très vite pour une prochaine vidéo. Salut!